1. Le journal de 7 heures sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Une page de l'interview politique et du journalisme s'est tournée hier soir. Une époque aussi, Jean-Pierre Elkabbach est mort à 86 ans des suites d'une longue maladie. Envié, adulé ou détesté, il ne laissait personne indifférent, surtout pas les politiques qui se demandaient toujours à quelle sauce ils allaient être cuisinés. Journaliste à Europe 1 dont il fut aussi le patron, ses entretiens sont entrés dans l'histoire et ont façonné sa légende. Portrait d'un homme qui avait appris à encaisser les coups pour mieux pouvoir les rendre. Alexandre Chauveau. Il aura occupé le paysage audiovisuel pendant près de 50 ans. La carrière de Jean-Pierre Elkabbach débute à la radio en 1962. 15 ans plus tard, il anime Cartes sur table aux côtés d'Alain Duhamel. Les échanges y sont souvent musclés, comme avec Georges Marchais au sujet de l'URSS. Ça fait 20 fois que je discute avec vous. Vous n'en parliez pas comme ça. Vous n'en parliez jamais comme ça. Vous n'arrivez pas à vous mettre dans votre petite tête que moi aussi j'ai un cerveau. En 1981, c'est lui qui annonce à la télévision la victoire de François Mitterrand. François Mitterrand est élu président de la République. Et la déception se lit sur son visage, car le journaliste est connu pour sa proximité avec le pouvoir giscardien. Cela ne l'empêchera pas d'obtenir quelques années plus tard les confessions de François Mitterrand et d'en faire un documentaire paru en 2001. Jean-Pierre Elkabbach aura interrogé tous les présidents après De Gaulle. Ses interviews politiques resteront sa marque de fabrique, avec une première question souvent déstabilisante. C'est le cas avec le secrétaire d'État André Valigny en 2014 sur Europe 1. Bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur ? Pour le mur, quel mur ? Comment quel mur ? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. Jean-Pierre Elkabbach qui reviendra sur sa carrière dans ses mémoires publiés en octobre 2022, un an donc avant sa mort. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. L'annonce de la disparition de Jean-Pierre Elkabbach a provoqué de très nombreuses réactions. Il a marqué toute une génération de son empreinte pour Nicolas Sarkozy, autre hommage d'un ex-président, celui de François Hollande. Il salue en Jean-Pierre Elkabbach une pugnacité qu'aucun interlocuteur ne pouvait épuiser. Le milieu journalistique n'est pas avare de compliments non plus au moment de saluer sa mémoire. L'éditorialiste Christophe Barbier se souvient de l'avoir croisé à Europe 1 alors qu'il n'était encore que stagiaire. On l'écoute. J'ai rencontré Jean-Pierre Elkabbach en 1989, en décembre. J'étais stagiaire à Europe 1, je le croise dans un ascenseur. On n'osait pas lui parler, nous évidemment les petits stagiaires. Et il me demande qui je suis, il me voyait traîner dans les locaux depuis quelques jours. Et je lui explique et il me dit quand on est stagiaire à Europe 1, on vient me voir. Ça a été notre premier contact. Et puis il y avait vis-à-vis de Jean-Pierre Elkabbach parfois un certain agacement. C'était un immense intervieweur, c'est évident, accrocheur, qui était capable jusqu'au bout de la nuit de se battre pour avoir le meilleur interviewé possible et d'affiner, d'affûter ses questions. Il a montré par sa durée que cette interview à l'ancienne, elle avait une certaine endurance. Christophe Barbier, éditorialiste politique à propos de Jean-Pierre Elkabbach, dont on a appris la mort hier soir à l'âge de 86 ans, propos recueillis par Mehdi Jaziri. Et l'éditorialiste européen Catherine Ney sera l'invité d'Europe 1 Matin dans quelques minutes. Pour l'heure 7h04, nous partons en Italie. Un terrible accident de bus a fait hier soir 21 morts à Venise. Bilan définitif selon les autorités. 2 enfants figurent parmi les 21 victimes. L'accident s'est produit sur un pont qui relie Venise au quartier Mestre. Le bus transportait de nombreux touristes, dont des Français. Antonino Gallofaro, on vous retrouve en direct. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Est-ce que l'on en sait davantage sur les circonstances de ce drame ? Pas vraiment. Les conditions de l'accident sont encore inconnues, mais les autorités avancent une piste, celle du malaise du chauffeur. Aucune trace de freinage n'a en effet été trouvée sur le viaduc. C'est pour l'instant une hypothèse. Une enquête a été ouverte. Ce que l'on sait, c'est que le bus quittait Venise. Il rentrait à Marghera, le port de la ville, quand il a heurté accidentellement une barrière de sécurité peu avant 20h hier soir à Mestre. C'est en passant à travers qu'il a chuté du viaduc sur lequel il se trouvait. Une chute d'une vingtaine de mètres avant de prendre feu en s'écrasant. C'était un bus hybride, il était alimenté au méthane. Sur place, toute la nuit, des dizaines de pompiers, de médecins, toutes les ambulances de la région ont été mobilisées dans le cadre d'un protocole d'urgence. Ce matin à l'aube, la carcasse du bus a pu être déplacée. Aucun corps n'a été trouvé en dessous du bus. À bord, il y avait principalement des touristes. Parmi les 21 victimes, des Ukrainiens et un Allemand au moins. 2 enfants aussi sont également morts dans l'accident. On ne sait pas encore s'il y a des Français parmi les victimes. Il y en aurait parmi les blessés, selon l'agence de presse ANSA.
Antonino Gallo-Faro pour les dernières informations en direct. Je rappelle que vous êtes le correspondant d'Europe 1 en Italie. Une première aux États-Unis, la Chambre des représentants, donc l'équivalent de notre Assemblée nationale, n'a plus de président. Le républicain Kevin McCarthy a été démis de ses fonctions après un vote qui aura vu le camp conservateur se déchirer. Les élus proches de Donald Trump ont joint leur voix aux démocrates pour l'écarter de la présidence. Ils lui reprochent d'avoir négocié avec l'opposition un budget provisoire garantissant le financement de l'administration fédérale. C'est le grand test du pontificat, ouverture aujourd'hui à Rome du synode sur l'avenir de l'Église. Il sera question de la réforme engagée par le pape François pour rapprocher le catholicisme du monde contemporain et de ses évolutions, notamment en matière de mœurs. Alors voilà une ponction qui ne passe pas depuis 3 jours. Les partenaires sociaux refusent de voir l'État puiser dans les caisses de l'Agirc-Arrco. 68 milliards d'euros, c'est le trésor constitué par cette caisse de retraite des salariés du privé. Une aubaine pour l'État. L'exécutif veut prélever jusqu'à 3 milliards d'euros par an à l'horizon 2030 pour financer le régime général. Colère des syndicats et du MEDEF, mais qu'en pensent les principaux intéressés, c'est-à-dire les salariés du privé? Barthélémy Philippe leur a posé la question. Reportage. Dans ce quartier d'affaires en région parisienne, les salariés ont choisi leur camp avec les partenaires sociaux qui gèrent leur caisse de retraite complémentaire contre le gouvernement dont ils dénoncent l'attitude. Michael est salarié dans un grand groupe immobilier. Il ne comprendrait pas que l'État pioche dans ses cotisations. C'est un peu scandaleux, franchement. C'est un abus de pouvoir de l'État, pour moi. Même indignation pour Marc, qui travaille dans un groupe hôtelier. C'est injuste, parce qu'on cotise nous et que c'est pas à l'État de prendre dans nos cotisations. Corinne est cadre dans l'audiovisuel. Pour elle aussi, le gouvernement va trop loin. C'est du détournement de fonds versés quelque part et qui en fait va aller ailleurs et décidé par l'État. C'est du racket, ça s'appelle ça, un peu. Voilà. Et malgré les critiques, le gouvernement ne veut pas reculer. Sa réforme des retraites doit rapporter 22 milliards d'euros sur 15 ans à la complémentaire. Dans ces conditions, il estime qu'il a droit à une part du gâteau. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Le feu sur le campus d'HEC Paris hier soir. L'incendie a ravagé l'amphithéâtre du site de Jouy-en-Josas dans les Yvelines. 150 personnes ont dû être évacuées. Aucun blessé à déplorer. Et puis cette fête hier soir au stade Bollaert, Lens réalise l'exploit face à Arsenal en Ligue des Champions. Victoire 2-1 des 100 et or dans un stade rouge de plaisir. Dimitri Vernet, le public lensois a vibré forcément. Oui, c'est un stade Bollaert rempli qui a vibré hier soir. Vibré au son des corons. 38 000 supporters entonnant les corons en Ligue des Champions, une ambiance qui prend aux tripes et c'est sûrement ce qui a galvanisé cette équipe lensoise. Les 100 et or ont rendu une copie quasi parfaite face à Arsenal, les vice-champions d'Angleterre qui ont pourtant ouvert le score à la 14e minute, mais l'abnégation et le courage des nordistes ont fini par payer. Égalisation 11 minutes plus tard avant le but libérateur à la 69e du nouvel attaquant Wai. Écoutez-le, il était aux anges au coup de sifflet final au micro de nos confrères de RMC Sport. Aujourd'hui on a fait un grand match, que ce soit moi personnellement et l'équipe. Ce qu'on a fait ce soir, c'est exceptionnel. Depuis le match à Séville, on a eu le déclic. Et depuis ce jour-là, notre saison elle est lancée et je pense que plus personne ne pourra nous arrêter. Une victoire face à Arsenal qui risque de marquer les esprits car au-delà de faire chuter les Anglais pour la première fois de la saison, les Lensois prennent seuls la tête de leur groupe et semblent bien lancés dans la plus belle des compétitions européennes. Dimitri Vernet, la suite de cette Ligue des Champions ce soir avec le PSG qui se déplace à Newcastle, match à 21h. Décidément, la soirée fut riche en émotions. Merci beaucoup Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1 à suivre.